Bonjour à tous. Est-ce que vous me voyez bien et est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Moi, je t'entends bien. Super. Ouais, Bonjour dans le Margot. chat aussi, ça a l'air bon, très bien. Enchantée, je m'appelle Margot. Je travaille chez Malte en tant que community développeur et j'aide aussi à la coordination des Malte Academies. Et aujourd'hui, je suis avec Afisha qui nous fait le plaisir d'animer une Malte Academy sur comment créer du contenu visuel en 2021. Alors, en attendant que tout le monde se connecte, je vais faire une rapide introduction par rapport à Malte. Donc, pour rappel, Malte, c'est une plateforme de mise en relation entre les freelances et les clients. Et nous avons la chance d'avoir la plus grande communauté de freelances d'Europe avec 250 000 freelances en Allemagne, en Espagne et en France et environ 90 000 clients. En ce qui concerne les Malte Academies, donc elles ont été créées pendant le premier confinement pour permettre en fait à notre communauté d'avoir un accès à la formation par d'autres freelances. Voilà. Donc au sujet de cette Malte Academies, donc n'hésitez pas à converser dans l'onglet chat et à poser vos questions dans l'onglet questions. À la fin, il y aura un temps qui sera vraiment dédié aux questions. Donc Afisha ira vraiment dans cet onglet pour regarder les questions. Voilà. Je vous souhaite une très bonne Malte Academy. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Je vais poser la même question. Alors, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez mon écran? Donc, Margot, comme je suis en plein écran, je ne peux pas aller voir les réponses de tout le monde. Est-ce que tu peux juste me dire que on voit bien mon écran? Ouais, je te confirme que dans le chat, tout le monde dit que c'est bon. D'accord, ok. Donc du coup, si quelqu'un a un problème, qui crie parce que je ne vois rien. Ok, bon. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Afifia, je suis responsable communication pour Canva, Canva France notamment. Donc je m'occupe de tout ce qui est contenu, de tout ce qui est social et de tout ce qui est à la fois contenu externe et interne. Donc juste pour faire un récap avant d'aller plus loin, pour ceux qui l'ignorent, Canva, c'est une entreprise qui est internationale aujourd'hui, on est dans 190 pays, mais à la base, c'est une entreprise qui est australienne. Donc elle est née en Australie, c'est Mélanie Perkins qui l'a créée en 2013. Elle l'a créée parce qu'elle donnait des cours de création graphique à la fac, et elle s'est rendue compte que les gens mettaient plusieurs mois ou semaines à ne serait-ce que comprendre les boutons et fonctionnalités des outils graphiques traditionnels, notamment la suite Adobe, Photoshop, InDesign, etc., qui sont des outils géniaux, mais qui peuvent être difficiles à prendre en main, notamment pour les novices ou pour les gens qui ont envie de créer du visuel, mais qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie de faire une formation autour de ces outils. Comme son fiancé était ingénieur informatique, ils ont réfléchi tous les deux à une façon de simplifier, de faciliter la création. Et en fait, la création visuelle, la création de Canva, elle est basée sur ça. La raison d'être de Canva, c'est faciliter les choses, simplifier les choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pour tout, que ce soit autant sur la plateforme que dans notre façon de travailler, dans notre façon de communiquer. On est toujours dans une grande simplicité, dans une grande facilité. On ne se prend pas la tête, on va directement à l'essentiel. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des tendances et je vais essayer de vous donner des conseils, même si les conseils sont toujours à prendre entre des pincettes et que les tendances et les conseils ne sont pas des dictates. C'est-à-dire que c'est bien de savoir prendre en compte les éléments, les tendances, les pratiques, l'époque, mais c'est encore plus important de savoir personnaliser, de savoir exprimer sa différence, son identité. Donc créer du contenu visuel pour les réseaux sociaux en 2021, c'est une vaste affaire, surtout après le Covid. Avant d'aller plus loin, il y a deux choses que je voudrais définir parce que très souvent les gens se trompent là-dessus. Le design, c'est pas un élément pour embellir, c'est pas un élément visuel à la base. À la base, le design, si vous regardez la définition, c'est une discipline qui consiste à simplifier et à apporter des solutions. Le design, à la base, c'est ça. C'est une méthode pour simplifier les process, donc les process de travail, de création, d'organisation. C'est aussi un processus de pensée qui consiste à apporter des solutions. Donc, partir du design pour créer vos visuels, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de gens qui, d'abord, travaillent sur feuille blanche ou sur Google Docs ou Pages et ils vont mettre en place une stratégie éditoriale
comme ça une stratégie de création en se disant mais qu'est-ce que je peux faire pour mon contenu, quel type de visuel je vais faire. Nous, ce qu'on conseille toujours et ce qu'on fait d'ailleurs quand on travaille, c'est toujours partir d'un template. Pourquoi? Parce que le cerveau est hyper influençable et on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes réflexions quand on commence par travailler sur un support design et quand on commence à travailler sur une feuille blanche. Donc, quand vous cherchez des idées, quand par exemple vous voulez créer même une présentation, commencez toujours par un template, ne commencez jamais sur une feuille blanche. Vous pourriez le faire de temps en temps, mais essayez de commencer toujours par un design pour avoir un mindset, un état d'esprit visuel. Et c'est ça qui compte en fait, c'est de transmettre et de communiquer de façon visuelle. C'est excessivement important. La deuxième définition, c'est un peu plus qu'une définition, c'est plus un principe, c'est le fait de ne pas oublier que l'image de marque est de plus en plus sociale. Il y a quelques temps, quand on pensait image de marque, on pensait charte graphique, identité visuelle, réputation, accent, produit. Aujourd'hui, quand on pense image de marque, on pense automatiquement au social. Le social média, les réseaux sociaux, c'est devenu, c'est même pas une plateforme de diffusion, c'est devenu une plateforme d'expansion, une plateforme d'expression, de communication, et c'est ce qui va vous permettre d'établir un lien avec votre audience. Parce que la notion de lien aujourd'hui, elle est supérieure à la notion de publicité. Donc, on cherche à créer du lien avant même de vendre un produit. C'est ce qui compte à la base de tout. Surtout depuis le Covid, on verra après parce que la crise a eu un impact très fort sur la création de contenu, on l'a vu sur notre plateforme. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'image de marque, tenez en compte, prenez bien en compte le fait qu'elle est sociale, qu'elle est de plus en plus sociale et qu'elle va l'être de plus en plus. Donc, la notion de perception extérieure de votre marque est importante. Quand on parle d'image de marque, on parle de la façon dont les autres ressentent votre marque, c'est-à-dire qu'on est dans une notion de sentiment. Et quand on crée un visuel, on essaie de provoquer du sentiment, une émotion. On parle également de la force d'impact de l'identité visuelle et on parle également de la personnalité de marque. Donc, perception, sentiment, personnalité, c'est vraiment les trois mots-clés qu'il faut avoir en tête quand on crée un visuel. Alors, on va commencer sur l'impact de la crise sur le contenu social. Nous, chez Canva, on a vu un avant-après dans la création de contenu et également chez nos utilisateurs, puisque les gens qui avaient des commerces, qui avaient des entreprises, mais qui n'étaient pas habitués à créer du contenu, se sont retrouvés à devoir créer du contenu et donc à utiliser Canva pour pouvoir être totalement indépendants, soit parce qu'ils avaient envie de tester eux-mêmes la création visuelle, soit parce qu'ils étaient limités par des contraintes de budget. L'impact de la crise sur le contenu social, il est aussi à prendre en compte dans une perspective historique. On vit une époque unique. On n'a jamais créé autant de contenu. Et créer du contenu, ça veut aussi dire prendre le pouvoir. Il y a encore quelques années, je rappelle quand même que c'était les grands comptes, les grandes entreprises qui avaient le pouvoir de l'image, qui avaient le budget pour créer des campagnes d'affichage, pour créer de la publicité et pour toucher le public. Aujourd'hui, n'importe qui peut toucher le public, n'importe qui peut créer des visuels et donc peut avoir un pouvoir visuel. Donc, quand on crée une image, c'est une chose qu'il faut aussi prendre en compte. On vit une période unique, c'est du jamais vu et on apprend tous les mois, toutes les semaines, on en apprend un peu plus. On n'a pas de connaissances absolues sur ça puisque c'est un monde qui est en train de se construire. On a commencé par l'art rupestre, on est passé par les livres, l'imprimerie avec Gutenberg, les ondes, le digital et c'est un monde en devenir qui va être le résultat de nos actions et de la façon dont on va créer du contenu. Donc, c'est important de conscientiser sa démarche quand on crée du contenu visuel parce que ce que vous mettez sur les réseaux, ce que vous mettez sur Internet, ça va rester pour toujours et ça va représenter votre voix. Donc, c'est plus important que jamais que de réfléchir à son identité de marque, à ce qu'on veut inspirer, à ce qu'on veut transmettre quand on crée un visuel. Toujours conséquemment à la crise, on a remarqué, et je pense que vous aussi, des nouvelles attentes de l'audience. C'est-à-dire que la crise a été tellement violente que le positionnement de certaines marques qui étaient toutes puissantes et qui étaient derrière leur stratégie publicitaire ou qui enchaînaient les publicités ou les posts promotionnels ont été un petit peu blâmés par l'audience et qui, justement, attendaient plus d'humanité, plus de contacts directs, plus de liens. Du coup, il y a trois éléments qui entrent en compte. C'est d'abord l'effort créatif.
Quand je dis effort créatif, c'est pas forcément le fait de faire un visuel qui est époustouflant, c'est pas ça. L'effort créatif, c'est simplement la volonté de ne pas se limiter à la création d'un visuel purement promotionnel, purement publicitaire, comme les marques avaient l'habitude de le faire jusqu'à il y a encore quelques temps, et comme certaines marques continuent de le faire de façon plus ou moins agressive, parce que c'est perçu de façon agressive. C'est en lien aussi avec l'empathie. L'audience a besoin de sentir l'humain derrière la marque, a besoin de connaître les valeurs, l'identité, la voix de la marque. C'est-à-dire qu'on est sur un mode d'incarnation. Donc, créer un visuel, c'est pas créer un visuel qui soit joli et qui plaise au plus grand nombre. Créer un visuel, c'est d'abord établir un contact, tout comme on le ferait dans la vraie vie d'ailleurs. Et donc, ça implique un minimum d'authenticité. C'est le dernier point, c'est la dernière attente fondamentale de l'audience, en tout cas en cette période. C'est-à-dire montrer les vrais visages, ne pas se cacher derrière une attitude, soit de marque prétentieuse, soit de marque qui va promouvoir des valeurs, mais qui ne les défend pas vraiment en réalité, c'est-à-dire un accord entre ce que la marque fait et ce qu'elle est réellement. C'est aussi en fait une histoire de compatibilité entre l'identité de marque et l'image de marque. Je rappelle que l'identité de marque, c'est la façon dont la marque veut être perçue, et l'image de marque, c'est la façon dont la marque est perçue en réalité par l'audience. Et il peut parfois y avoir un fossé. Mais le seul moyen de réduire le fossé, c'est d'être authentique. Il vaut mieux être authentique, il vaut mieux tenir à être absolument authentique que tenir à être absolument stylé. Voilà, je le dis parce que c'est quand même très courant, c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est une erreur commune qui est fréquente et qui ne correspond pas au passage qu'on est en train de connaître aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on passe d'un design centré consommateur, c'est-à-dire un design centré produit, acheteur, à un design centré humain. Peut-être que vous avez entendu l'expression design centré humain en anglais, parce qu'elle est très utilisée en anglais en ce moment, c'est le design human-centered. C'est une thématique qui donne lieu à beaucoup de conférences, à beaucoup d'articles, et c'est passionnant. En gros, ça replace l'humain au centre de la création design, évidemment. Donc, en gros, ça veut dire qu'on n'est pas dans la promotion d'un produit ou d'une publicité à outrance, mais on est dans la création de liens, comme je le disais tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Alors, juste un petit récap qu'il faut avoir en tête. Je vous conseille d'ailleurs de faire une capture d'écran de ce slide, si vous le souhaitez. En réalité, quand on crée un visuel, quand on est une marque ou une entité ou un créateur, un indépendant, un freelance, que sais-je, et qu'on veut mettre en place une stratégie sociale, notamment une stratégie de contenu social, il faut prendre en compte, il faut avoir la visibilité de l'architecture. Qu'est-ce qui se passe derrière, en fait? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de créer des visuels au fur et à mesure du temps et de les poster jour après jour. Il faut avoir une stratégie, et avant d'avoir une stratégie, il faut avoir conscience de ce qu'on est, de ce qu'on veut et de l'audience qu'on veut atteindre. C'est pour ça qu'il faut réfléchir, il faut tenir compte de ces deux aspects. D'abord, l'aspect identité, c'est-à-dire ce qu'on est, et l'aspect visibilité, c'est-à-dire la façon dont notre identité va être perçue et va être vue, diffusée. Donc, en termes d'identité, il y a 3 éléments à prendre en compte. D'abord, c'est le corps. Le corps, c'est donc du coup le logo, le slogan, les graphiques, tout ce qui constitue votre charte graphique et votre identité visuelle en général, c'est-à-dire la façon dont vous allez vous présenter. Si on devait le comparer à un être humain, ce serait la façon dont il est habillé, par exemple. Voilà. La façon dont il est habillé, son attitude, est-ce qu'il est poli, pas poli, voilà. Pour faire une comparaison, c'est à peu près ça. Concernant l'esprit, c'est la voix et la façon dont vous allez vous connecter à l'audience. La voix d'une marque, c'est particulier parce que c'est à la fois très flou à définir, mais en même temps, on sait qu'il y a des éléments qui permettent de l'incarner. Un des éléments qui permettent de l'incarner, évidemment, c'est l'histoire et la culture de marque. C'est-à-dire faire connaître votre histoire au monde, à votre audience. Il faut que votre audience connaisse le cheminement, qui est derrière la marque, quel est le chemin parcouru pour arriver à cette marque, pour arriver à ce projet, quelle est l'histoire, quels sont les gens également qui composent cette marque. L'esprit, c'est aussi l'expérience relationnelle et expressive, c'est-à-dire la façon dont vous allez vous adresser à votre audience, la façon dont vous allez vous connecter à elle, la façon dont vous allez interagir, ce que vous allez lui proposer, peut-être en termes de contenu, en termes d'aide, en termes d'outils, de solutions.
Il y a également la portée sociale et la perception collective, l'histoire et l'expérience que vous allez mettre en marche, la façon dont vous allez communiquer avec votre audience et votre culture de marque, votre identité de marque, vont générer une perception collective globale, c'est-à-dire que les gens vont avoir une image de vous. Et même si on cherche à la contrôler et à la définir, on ne peut jamais vraiment prévoir à 100% comment on va être perçu, parce qu'il y a toujours une partie inconsciente qui fait que, vous voyez, vous par exemple, si vous allez sur les réseaux, quand on va sur les réseaux, parfois on sent quand une marque est fake, sans forcément être spécialiste, parce qu'on le sent, parce que c'est un ressenti qui est particulier. Et donc, c'est important d'avoir une voix et une connexion à l'audience qui soit honnête, sincère et incarnée. Et puis enfin, il y a le rayonnement. Le rayonnement, si on devait voilà, le comparer toujours à un humain, c'est la façon dont il inspire les autres, la façon dont il est apprécié par les autres, donc sa réputation en général, c'est sa force d'influence et de notoriété. En ce qui concerne une marque, le rayonnement se mesure au choix des supports. C'est important de savoir choisir les réseaux sociaux, les réseaux et les plateformes pertinentes pour sa marque. Et ça va être du coup un indicateur de confiance, de réputation et apporter une force d'impact. Donc ces 3 éléments, c'est des éléments qui sont importants à prendre en compte quand vous voulez mettre en place une stratégie éditoriale sociale. Voilà, c'était un peu rébarbatif, mais c'est quand même important de passer par là. Et c'est là qu'on va entrer du coup dans les tendances visuelles. Les tendances visuelles, elles sont toujours indicatives. Et honnêtement, si je devais lister toutes les tendances visuelles qui sont à la mode en 2021, on pourrait faire une pyjama party, quoi, parce qu'on n'aurait pas fini, vraiment. Donc, j'ai choisi les tendances qui sont les plus fortes et surtout les plus visibles sur notre plateforme à travers l'usage de nos utilisateurs, à travers l'utilisation de nos templates, de nos éléments. Et donc, c'est vraiment les tendances les plus fortes qui sont ressorties. Je précise encore que c'est uniquement indicatif et que tendance, ça donne des idées, on s'en inspire, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de les suivre. Alors, on trouve 5 grandes tendances. Donc, la géométrie, le contraste, le dessin, l'animation et la typographie. On peut voir dans ces tendances l'impact de la crise. En fait, c'est marrant parce qu'en 2020, bon, c'est marrant, c'est relatif, en 2020, quand on était vraiment au cœur de la crise, la tendance visuelle était particulièrement sobre. On était dans une certaine forme de minimalisme, avec des couleurs de terre, des couleurs très nature, des couleurs écrues, quelque chose qui ramenait vraiment à une grande impression de réalité, en fait, pure. Et là, en 2021, on est au contraire dans une explosion des formes, des couleurs. Il y a une forte inspiration du pop art, notamment. Et donc, du coup, on est dans quelque chose d'assez joyeux qui correspond sûrement à un besoin. On commence, du coup, par la géométrie. Donc, la géométrie, l'avantage de la géométrie, c'est que ça permet une grande versatilité. C'est particulièrement polymorphe parce que les formes sont très différentes, très variées. Vous pouvez les utiliser de différentes façons. Vous pouvez les utiliser indépendamment ou alors, comme ici, attendez, il faut que j'enlève le grand écran. Vous voyez toujours mon écran là, Margot? Oui, c'est bon, on voit toujours ton écran. Super. Donc, en gros, là, par exemple, les formes géométriques, vous pouvez les prendre indépendamment ou vous pouvez, comme ici, les utiliser en pattern. Vous tapez pattern géométrie. Et donc, du coup, c'est des choses que vous pouvez agrandir, réduire pour les adapter à votre visuel. Vous pouvez également gérer la transparence, par exemple, si vous voulez juste les mettre en fond. Donc, c'est quelque chose qui est très versatile et qui permet un grand nombre d'usages. Là, ici, pour chaque slide où je vais vous présenter une tendance visuelle, je vais ajouter des hashtags. Et ces hashtags, ce sont des mots-clés qui vous permettent de trouver les hashtags en question sur notre plateforme Canva. Donc, c'est en général un outil qui aide beaucoup les utilisateurs à pouvoir avoir des hashtags. C'est pour ça qu'on les ajoute en général. Et également, en dessous de nos visuels, pour tous nos réseaux sociaux, on ajoute toujours les patterns. Comme ça, c'est des mots-clés que les utilisateurs peuvent utiliser. Dans la tendance géométrique, on trouve donc du coup comme ici des patterns. On voit qu'on est dans quelque chose de très vif,
de très naturel aussi, un besoin de retour à la nature avec des feuillages, avec des dessins, beaucoup de vitalité, beaucoup de mouvement. On a aussi des formes géométriques qui sont beaucoup plus sobres, mais qui contrebalancent cette sobriété avec des couleurs. On retrouve encore le pastel, même si le pastel laisse de plus en plus sa place à quelque chose de plus punchy au niveau des couleurs, toujours l'influence du pop art. J'en profite d'ailleurs pour vous recommander les biographies d'Andy Warhol et les différents documentaires qu'on peut trouver sur Andy Warhol, et notamment Andy Warhol et la publicité sur YouTube. Il y a des documentaires intéressants à ce propos. Je parle de ça parce que le système que Andy Warhol a mis en place en termes de publicité créative, en termes de publicité visuelle et de création publicitaire en général, c'est quelque chose qui est appliqué plus que jamais à notre époque et qui va être de plus en plus appliqué. C'est pas pour rien qu'en ce moment, les biographies d'Andy Warhol sont en train de faire un carton. Elles se vendent comme des petits pains parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de comprendre que ce qu'il a mis en place, c'est en train de s'appliquer et que maîtriser ses outils, maîtriser ses conseils, c'est aussi maîtriser sa communication et sa création de visuels sociaux. Donc, je ne saurais trop vous le conseiller et en plus, c'est passionnant. Bref, donc on retourne aux patterns. En ce qui concerne les patterns, donc on est dans quelque chose de très vif. Et en plus, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que quand vous utilisez, par exemple, des patterns géométriques sur Canva, ici, tous les patterns que vous voyez, ce sont des patterns qui sont disponibles sur Canva. Il suffit, par exemple, de changer les couleurs pour avoir vraiment un rendu complètement différent. Par exemple, ici, vous voyez, les feuillages ont un rendu complètement différent, alors que précédemment, on était dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus naturel. Essayez de vous amuser, tester, créer des visuels pour les réseaux sociaux, c'est s'amuser. Si vous ne vous amusez pas, ça va se percevoir. Et donc, chaque élément de pattern est évidemment personnalisable avec les couleurs. Après les patterns, on trouve également les formes. Les formes sont des éléments qui s'utilisent comme n'importe quelle forme géométrique. Là, on n'est pas sur des patterns, on est sur des formes vraiment indépendantes qui sont à utiliser soit seules, soit mélangées, comme ici, avec d'autres formes. Vous pouvez les utiliser en fixe ou vous pouvez les utiliser en mouvement. Vous pouvez mettre des titres dessus. C'est des choses qu'on utilise beaucoup. Là, par exemple, ce système de vagues, ce sont des patterns, en fait, ce sont des formes de lignes qu'on a utilisées et qu'on a entreposées les unes au-dessus des autres avec une typographie en haut. On fait quelque chose de très simple. Tout ça pour vous dire qu'on n'est pas obligé de chercher le compliqué. On n'est pas tous des créateurs, des graphistes hors pair. Ce qui compte, en fait, c'est d'abord d'établir votre message, de penser à ce que vous voulez transmettre et de vous amuser. Voilà, c'est juste en vous amusant que vous apprendrez à améliorer vos visuels. Il n'y a pas d'autre solution. Franchement, on a été beaucoup à en tester plein et on fait que ça. Même les graphistes professionnels qui sont chez Canva, parce que autant on a des graphistes qui sont employés chez Canva, autant on travaille aussi avec des graphistes de l'extérieur à qui on fait des commandes parfois de création parce qu'on adore leur travail et ils s'amusent. En fait, le jeu est un élément de travail créatif et d'amélioration de création de contenu. Il n'y en a pas d'autre. Il faut passer du temps dessus. Pour les formes, on les retrouve également avec les photos. On utilise des cadres géométriques que vous pouvez utiliser d'ailleurs sur Canva pour insérer vos photos. C'est quelque chose qui est aussi très populaire, de plus en plus populaire, qui marche beaucoup, que nos utilisateurs semblent adorer parce que c'est des cadres qui cartonnent en ce moment sur Canva. Donc voilà, ça peut peut-être vous donner des idées. En deuxième partie, on a les contrastes. On retrouve encore les mots-clés à utiliser pour retrouver ces contrastes. Le contraste, c'est la base. Quand on n'a pas de compétences en graphisme, quand on commence en graphisme, si vous ne savez pas comment organiser, harmoniser vos visuels, faites simple, privilégiez le contraste. Voilà. Et je vais vous donner tout à l'heure un outil pour pouvoir créer des visuels très contrastés, pour être sûr de ne pas faire d'erreur au niveau des couleurs lorsque vous créez des visuels contrastés. Nous, c'est des choses qu'on adore. Moi, personnellement, c'est le type de contenu que je préfère parce que c'est pop, mais en plus d'être pop, c'est surtout très clair. C'est souvent des contenus qui n'ont pas besoin de fioritures, qui parlent d'eux-mêmes, en fait, et qui tapent dans l'œil, en fait, qui génèrent très facilement un effet waouh. Voilà. Donc, l'effet waouh, en général, si vous n'avez pas de compétences, mais que vous avez envie de vous amuser à créer un visuel waouh, amusez-vous à créer des visuels contrastés, amusez-vous à maîtriser le contraste, à voir tout ce qu'on peut faire avec ça, et vous verrez que vous ferez des progrès très, très rapidement.
Le contraste, c'est aussi évidemment le jour et la nuit, donc le contraste avec l'ombre, l'obscurité et la lumière, qui est aussi de plus en plus populaire. Les effets lumineux, les effets néons, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup et qui participe aussi de ces contrastes avec effet wow. En troisième tendance, on trouve le dessin. Alors, pas n'importe quel dessin, surtout le dessin à la main. Donc, voilà, le gribouillage, le griffonnage, c'est des dessins qui sont... nous, on s'est demandé si ce n'était pas aussi une conséquence de la crise, parce que depuis la crise, en fait, les gens ont eu aussi envie beaucoup plus de visuels dessinés. Un peu comme si le visuel promotionnel publicitaire classique sonnait trop téléphoné, trop grosse marque, trop pas assez humain. Et que du coup, l'usage, le recours en fait à l'illustration, et notamment à l'illustration dessinée à la main, était une façon justement d'humaniser des visuels très simplement, en plus de les rendre particulièrement esthétiques. Donc là, c'est quelques exemples de dessins, d'illustrations qu'on peut trouver. On travaille là encore avec des illustrateurs, avec des dessinateurs, et puis nos bibliothèques sont actualisées tous les trimestres au maximum, sinon c'est tous les mois. Là, en ce moment, depuis 3 mois, tous les mois, on a des nouvelles créations, des nouveaux illustrateurs avec lesquels on collabore, qui nous proposent des créations incroyables et qui sont toutes personnalisables, c'est-à-dire que vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez les harmoniser. En lien avec le griffonnage, pareil, il y a beaucoup d'éléments de dessin, de barbouillage, de doodles qu'on peut trouver sur la plateforme et qui cartonnent. Vous pouvez les utiliser pour faire, par exemple, un visuel minimaliste. Il vous suffit juste d'écrire ce que vous voulez sur le visuel, de choisir une typographie, d'ajouter des doodles autour. Ça apporte de suite de la vitalité. C'est frais, c'est léger. Il y a une part d'enfance aussi, un besoin de retour à l'enfance. Alors là aussi, la crise n'est sûrement pas anodine dans ce besoin de légèreté, d'amusement. Et il y a quelque chose de très basique, en fait. C'est comme si on retournait un petit peu à l'art rupestre, c'est-à-dire retourner à juste essayer de s'amuser, de créer sans autre intention que s'amuser. Et il y a quelque chose qui est important aussi, j'en profite pour le rappeler, c'est que si vous vous amusez, ça va se sentir, en fait, ça va se ressentir dans votre audience, même si vous n'en avez pas l'impression. Et c'est quelque chose qui va en dire beaucoup plus long sur votre qualité de marque, sur vos valeurs de marque, que si vous vous attelez à la tâche pour faire des visuels qui soient absolument parfaits, absolument exceptionnels. Oubliez le parfait, oubliez l'exceptionnel quand vous créez des visuels. J'aurais même tendance à dire que faire un visuel qui est au-dessus de ses prétentions, ça a un effet inverse, en fait. Ça a même un effet pathétique. Au lieu de paraître stylé, vous pouvez même paraître un peu cheap. Donc, c'est mieux d'envisager la création sociale vraiment comme un moyen de faire du lien et de s'amuser. Alors, parmi les tendances, on trouve l'animation. Je pense que bon, c'est pas quelque chose qui vous étonne. On voit de plus en plus de visuels animés. Les stories font que les posts fixes perdent un peu de couleur, même s'ils persistent toujours. Mais l'élan de la story, l'instantanéité que proposent ces nouveaux outils et ces nouvelles façons de communiquer vont forcément s'accentuer. Elles sont déjà en train de s'accentuer. Et du coup, la tendance de l'animation, elle est de plus en plus recherchée. En tout cas, sur notre plateforme, c'est un élément que nos utilisateurs recherchent beaucoup et qui est particulièrement populaire. Donc là, ici, je vous ai fait un petit mash-up de quelques exemples. C'est même pas un extrait de ce qu'on peut trouver en termes d'illustration, d'animation. C'est une goutte d'eau, tellement on a des nouvelles illustrations qui arrivent tous les jours. Et puis, on travaille aussi sur la possibilité de pouvoir animer manuellement certains éléments. Donc, voilà, donc c'est vraiment très varié et c'est quelque chose qui apporte beaucoup de vitalité, de punch, en fait, à un visuel et qui comble aussi, on ne va pas se mentir, les périodes où on n'a pas trop d'inspiration. Essayer de penser à un visuel animé, ça suscite toujours de l'engagement. J'en profite juste pour préciser que les visuels animés apportent beaucoup plus d'engagement sur sur les autres réseaux sociaux, comme les réseaux sociaux particulièrement visuels, comme Instagram par exemple, mais ce n'est pas vraiment le cas sur Facebook.
nous, on ne vous conseille pas vraiment les visuels animés sur Facebook. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne particulièrement en termes d'engagement. Mais sur Instagram, sur les autres réseaux ou sur, voilà, même sur des visuels à part que vous voudriez diffuser sur d'autres plateformes, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, que nous, on aime beaucoup faire. L'animation se retrouve également dans les stickers. Alors là aussi, l'influence des stories n'y est pas pour rien. Hein. L'usage des stickers est de plus en plus courant. Vous pouvez en plus créer le vôtre, les intégrer. C'est une façon d'apporter de la vitalité et c'est un mode de différenciation très simple à mettre en place dans le cadre de vos stories, tout réseau confondu. Là aussi, par rapport à l'animation, ici, vous voyez qu'on a un titre avec une typo très simple. Et en arrière-plan, on a du coup simplement ajouté un élément animé qui change complètement le visuel. Si on retirait cet élément animé, ce serait juste un texte sur un fond bleu. Ça apporte énormément de cachet et puis surtout une belle valeur ajoutée. Alors à droite, ça c'est quelque chose qui cartonne en ce moment, c'est ce qui se rapproche de la tendance du skeuomorphisme, c'est-à-dire, alors attendez, il faut juste que je mette mon chargeur, je suis désolée. Alors, hop, c'est bon. Donc en gros, le skeuomorphisme, c'est une tendance en fait graphique qui tend à reproduire des visuels de supports existants. Donc là, par exemple, c'est une conversation qui est animée et qui reproduit des échanges de SMS. Les visuels animés qui reproduisent des échanges de SMS, de discussions, de chat, etc., c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup en ce moment. On n'en comprend pas la raison. Mais du coup, nos designers ont entendu nos utilisateurs, donc on en crée de plus en plus. Si ça vous intéresse, je vous invite à y jeter un œil. En dernier point, on a la typographie. Alors la typographie, c'est, on a remarqué vraiment quelque chose au niveau de la typographie. Il y a vraiment une explosion typographique. C'est-à-dire que la typographie sort des lignes, sort des carcans, on est dans quelque chose de voilà, qui s'amuse. Ici, là, comme vous voyez, on a voilà, les lettres sont séparées les unes des autres. Ici, ce sont des lettres qui sont faites, qui sont illustrées indépendamment par des illustrateurs. Ici, on a de la perspective. Là, on retrouve des stickers typographiques. On retrouve beaucoup de bold. On est dans une approche de la typographie qui est complètement explosée. On n'est plus dans un cadre protocolaire, dans un cadre trop sérieux au niveau de la typographie. Donc, on s'amuse, on joue avec. D'ailleurs, ici, The Parenting Life, c'est une typographie enfantine. Et donc, on a de plus en plus de typographie enfantine, parce que là aussi, c'est une tendance qui est de plus en plus forte. Ça apporte beaucoup de légèreté au message et toujours dans cette optique de créer du lien et de s'amuser, d'apporter de la bonne humeur. C'est une typographie qui fonctionne très bien. En tout cas, nous, quand on l'utilise, c'est des posts qui fonctionnent particulièrement bien. Donc, on sait que même si on n'en comprend pas forcément la raison, on se dit que la crise aussi a eu un impact sur les typographies, puisque on est aussi dans quelque chose de totalement libéré, de test. On essaye. On est dans une période de transition de toute façon en termes de création de contenu. Tout est à faire. Tout est à faire. On est à une ère digitale qui est complètement explosive et explosée. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle direction elle va prendre. Elle va prendre la direction que les créateurs de contenu vont prendre. Donc, c'est-à-dire elle va prendre la direction que nous tous, vous autant que nous, allons prendre. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer au niveau de la création où tout est possible, où les carcans se cassent, se libèrent, où on a le droit d'être nous-mêmes et où, au contraire, être authentique, c'est une valeur ajoutée. Et du coup, ça se voit vraiment très bien dans les typographies. Ici, pareil, toujours au niveau des typographies, on retrouve les textes courbés qui est une fonctionnalité Canva, parce que sur Canva, vous avez également la possibilité de faire des effets sur vos textes, donc des effets d'ombre, des effets de lumière, de néon. Enfin, il y a énormément d'effets que vous pouvez faire, dont l'effet texte courbé qui s'utilise ici de différentes façons, dans un cadre arrondi, dans un cadre avec des lignes ouvertes, ou ici même sans cadre, uniquement comme titre. Il y a beaucoup de tests qui se font autour de la typographie et donc du coup je vous invite à tester parce que c'est très amusant, c'est très jouissif de faire des tests de typographie comme ça, notamment avec les effets,
parce que beaucoup ne les utilisent pas encore, alors pourtant ils sont sur notre plateforme depuis longtemps, et nous, on les utilise tous, tous pays confondus. On est 190 pays à travailler pour Canva. En tout cas, il y a Canva dans 190 pays, et toutes les équipes, on utilise, on s'amuse beaucoup avec les incurvations de texte. Donc, je vous invite à les tester, et également à les tester avec vos propres typographies, puisque vous pouvez insérer vos typographies dans Canva, pour ceux qui ignorent. Alors là, on va passer aux outils à connaître. Il y a énormément d'outils qui peuvent vous aider à créer des visuels sur Canva et ailleurs. En tout cas, sur Canva, les fonctionnalités sont régulièrement actualisées. Et puis, l'idée de Canva, en plus, ce n'est pas uniquement de créer des visuels. L'idée de Canva, c'est d'être une plateforme tout en un, sur laquelle vous pourriez travailler en équipe, sur laquelle vous pouvez créer vos visuels seul ou en équipe, donc en travail collaboratif. C'est aussi une plateforme sur laquelle vous pouvez enregistrer vos présentations, donc également l'enregistrer en audio, la télécharger et l'envoyer, par exemple, à qui vous voulez, votre audience, vos partenaires, etc. Donc, c'est aussi une plateforme de présentation à part entière. Et l'idée, c'est de développer l'outil pour que vous puissiez également, dans l'avenir, même créer vos vidéos, monter vos vidéos sur Canva et tout faire sur ce même outil. Donc, les outils à connaître sont très larges, mais aujourd'hui, je me suis limitée aux outils qui ne sont pas toujours connus et qui sont sous-estimés, en tout cas sous-utilisés, et qui sont pour nous fondamentales pour la création, parce que nous, on les utilise au quotidien chez Canva. Donc, on ne comprend pas pourquoi les utilisateurs ne l'utilisent pas tant que ça. Qu'est-ce qui rend un design accessible? 3 choses. D'abord, la structure visuelle. Voilà. Un design, une image, c'est quelque chose qui doit respirer. Donc, on fait attention à l'équilibre, à l'harmonie d'un visuel. On fait attention à utiliser des couleurs qui vont bien ensemble. Je vais vous expliquer après comment faire, mais on fait attention à utiliser des couleurs qui vont bien ensemble. Sinon, il y a un effet cacophonie qui ne va pas attirer l'observateur. Qu'est-ce qui rend un design accessible également? C'est la clarté et la cohérence d'approche. C'est-à-dire être en accord entre votre identité de marque et l'image de marque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire être clair. Ce qui compte quand vous créez un visuel, c'est de transmettre quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Il faut penser à ce qu'on veut transmettre avant de penser à la façon dont ça doit être, dont vous voulez être perçu. C'est comme, en gros, si vous voulez, c'est comme si une personne, si vous faites pas ça, c'est comme si une personne voulait, par exemple, être chanteuse, mais que au lieu de travailler son chant, elle travaillait uniquement sa volonté d'être star. C'est exactement la même chose. Donc, lorsque vous pensez création de contenu, il faut penser à ce que vous voulez transmettre, à ce que vous voulez faire. Et du coup, ça participe de la sincérité qui est évidemment le dernier élément fondamental. La création de contenu, elle s'articule autour de 3 points. Le format, on choisit d'abord le format, on choisit ensuite la typographie et on choisit ensuite la couleur. Parfois, on peut choisir la couleur avant, ça dépend. Mais dans tous les cas, ce sont ces 3 éléments qu'il faut avoir en compte quand on crée un visuel et quand on part de zéro. Sur Canva, lorsque vous utilisez Canva pour votre identité de marque, ou en tout cas de façon professionnelle, il y a ce qui s'appelle le tableau de bord que vous pouvez retrouver dans la barre latérale gauche de la home de Canva, sous l'intitulé « Identité visuelle ». Donc ici, vous pouvez retrouver toutes les déclinaisons de vos logos de marque, toutes vos palettes. Si par exemple, vous avez plusieurs clients, vous pouvez ici ajouter une palette pour chaque client, par exemple. Pareil ici pour les polices de marque, vous pouvez ajouter différents types de polices, différentes polices par rapport à vos différents clients. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour votre tableau de bord. Ce qui va être pratique, c'est que tout ce qui va être inséré ici va se retrouver ensuite automatiquement dans la barre latérale gauche de votre bloc de création. Donc, ça va faciliter votre création et puis surtout accélérer le process de travail. C'est quelque chose qui est important. Et l'autre élément important aussi, c'est que lorsque vous utilisez ce tableau de bord en équipe,
il ne peut pas y avoir d'erreur au niveau de l'usage des logos, par exemple. S'il y a eu une refonte du logo, mais que des gens ne sont pas au courant et que dans leur création, ils veulent utiliser un logo, ils ne peuvent pas se tromper. Ils ont directement accès à la dernière version du logo. Ça évite les va-et-vient, les problèmes de communication, et puis ça permet de centraliser tous les éléments de votre charte. Alors, au niveau des outils, il y a ce qui s'appelle la palette style. Donc, en gros, ici, vous retrouvez la fonction style. Ça vous permet de modifier les couleurs d'un design sans vous tromper sur l'accord des couleurs. Voilà, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'en gros, vous choisissez une palette, vous cliquez et votre image va automatiquement se transformer dans les couleurs d'une palette que vous avez sélectionnée ici. Ça vous évite, ça vous permet de faire des tests sans vous tromper sur l'accord des couleurs. Donc voilà, ça c'est un élément que je voulais préciser parce que le problème d'accord de couleurs, c'est un problème qui est récurrent, qui est très fréquent, et alors qu'il existe une solution simple pour l'éviter. Pareil pour les typographies. Ici, par exemple, dans l'outil style que vous retrouvez ici, vous pouvez à la fois changer les couleurs, mais également changer les polices et faire des combinaisons de polices qui vont automatiquement bien ensemble. Voilà. Donc là encore, ça évite des problèmes d'accord. Et en général, accorder les polices, trouver des polices qui vont bien ensemble, c'est en général beaucoup plus compliqué que de trouver des couleurs qui vont bien ensemble. Donc c'est un outil que je vous invite à utiliser. Alors là, on entre dans un outil, la Canva Color Wheel. Ça fait partie des outils auxquels vous pouvez accéder via Google notamment, qui ne sont pas très visibles sur la plateforme et donc beaucoup de gens ne les connaissent pas ou ne les utilisent pas. En gros, la Color Wheel, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va vous permettre de sélectionner, de créer des palettes à partir d'une seule couleur. Par exemple, ici, vous entrez le code couleur de votre logo, par exemple, et vous pouvez sélectionner les différents types de palettes complémentaires, monochromatiques, triadiques, tétradiques. Et donc, du coup, ça vous génère automatiquement les palettes qui vont bien avec la couleur dominante que vous avez sélectionnée. Il vous suffit ensuite de copier-coller les codes couleurs des couleurs ou d'exporter la palette directement et de l'intégrer à votre plateforme Canva. Donc voilà, la Canva Color Wheel, c'est un outil qu'on adore, qu'on utilise au quotidien. Moi, je l'utilise toutes les semaines. Il n'y a pas une semaine où je ne l'utilise pas, je pense. Pareil pour Canva Color Palette Generator, où en gros, vous téléchargez une image et la Color Palette Generator vous extrait automatiquement les couleurs et les codes couleurs d'une photo. C'est pratique notamment pour les feeds. Si par exemple, vous avez envie pendant quelques temps de créer un feed qui tourne autour des couleurs d'une ou plusieurs photographies, du coup, ça vous permet de créer des visuels qui sont parfaitement en accord avec les couleurs de votre photographie et de faire un feed parfaitement équilibré. Ou alors de créer, par exemple, un visuel qui est en accord avec la photo centrale de votre contenu ou de votre image. Alors, tous les outils colorimétriques, vous pouvez les retrouver sur le site canva.com/colors. Je vous enverrai, je vous posterai le lien après, ou ceux qui veulent le lien, je pourrai le leur rappeler. C'est une plateforme qui vous permet de retrouver tous les outils colorimétriques de Canva. Donc, vous avez la Color Palette Generator, que je viens de vous montrer. Vous avez également la Color Wheel, que je viens également de vous montrer, mais vous avez également le Color Meanings. Ça, c'est une partie, un élément qui est important, parce que parfois, on a envie de créer des visuels, mais on n'a pas d'idée, on n'a pas d'inspiration, on ne sait pas par quelle couleur commencer. Dans ces cas-là, ce qui peut être bien, c'est de commencer par la symbolique des couleurs, par la signification des couleurs. Je ne sais pas si vous le savez, mais chaque couleur a sa propre signification. C'est pour ça que les corps de métier ont des codes couleurs spécifiques. On sait par exemple que le blanc, le noir, le doré, ce sont des couleurs spécifiques en général au métier, au domaine du luxe. Parce que ce sont des couleurs d'absolu, de luxe, de richesse, de sobriété luxueuse. Il y a d'autres types de couleurs et donc très souvent pour les couleurs et les nuances de couleurs, on a des significations qui sont très particulières. C'est intéressant de commencer à créer un visuel en regardant d'abord les significations de couleurs et en disant, ben voilà, c'est ça que je vais inspirer. Moi, je vais inspirer ça, donc je vais faire un visuel à partir de cette couleur ou de ces couleurs. Voilà, c'est un tips aussi qu'on utilise quand on est en panne d'inspiration. Ça marche très bien, c'est très souvent un déclic créatif qui fonctionne bien. Et puis, il y a également le Color Palette IDs qui est une espèce de bibliothèque qui se nourrit
continuellement grâce à nos designers et vous pouvez trouver une infinité de palettes. Là encore, si vous avez besoin d'inspiration au niveau des couleurs notamment, ça peut vraiment, vraiment vous aider. En ce qui concerne la gestion social media, il y a un point qui est fondamental et qui est non négociable, c'est que pour programmer ces social media, ces contenus social media, il faut au moins avoir une anticipation de 2 à 3 semaines. En gros, il faut que 2 à 3 semaines avant, vous planifiez tous vos contenus des semaines à suivre. Ça peut paraître fastidieux, mais il vaut mieux prendre 2 jours dans le mois pour faire tous ces visuels du mois, plutôt que de les faire au fur et à mesure, parce que ça va être encore plus chronophage de les faire au fur et à mesure. Voilà, là, ça va vous permettre du coup de gagner du temps et ça va vous permettre aussi de faciliter la communication parce que quand vous devez faire des visuels un mois à l'avance, vous allez par exemple regarder le calendrier du marketing pour voir ce qui se passe dans ce mois-ci, essayer de voir s'il n'y a pas une journée qui peut être pertinente et qui peut donner lieu par exemple à la création d'un contenu spécifique. Donc, on peut trouver des idées. Ça permet également d'anticiper, c'est-à-dire que vous allez être complètement dans votre stratégie. Quand on crée des visuels un mois à l'avance, on a forcément une visibilité, un horizon beaucoup plus large et donc on est beaucoup plus pertinent que si on crée ces visuels au fur et à mesure. Ça vous permet donc de maîtriser votre identité et votre image de marque. Et ça permet également d'être beaucoup plus cohérent parce que quand vous créez des visuels sur une longue période, vous allez essayer de penser à une logique, vous allez avoir en tête une stratégie éditoriale, vous allez avoir quelque chose de... Et même dans votre création de visuels, vous allez être plus cohérent. On n'a pas forcément les mêmes idées, on n'a pas forcément les mêmes process, on ne crée pas forcément les mêmes visuels d'une période à une autre, d'un jour à un autre. Voyez. Donc, quand vous créez tous vos visuels du mois dans une même période, vos visuels vont être beaucoup plus cohérents. Il va y avoir quelque chose de plus harmonieux. Donc, ça, c'est non négociable. Et je sais que c'est compliqué à mettre en place, mais c'est quelque chose qui doit être mis en place. Chez Canva, on a ce qui s'appelle le planificateur ou le content planner qui vous permet justement de planifier vos contenus pour tous vos réseaux. On a même des utilisateurs qui planifient des contenus pour les journées. Vous voyez, parfois, vous avez des journées marketing qui sont les mêmes d'une année sur l'autre et parfois, ils vont même planifier des posts pour 2022, 2023 parce qu'on sait que c'est toujours le même type de journée. Le planificateur, ça va vous permettre non seulement de programmer tous vos posts, mais également de les partager automatiquement. Donc là encore, si vous prenez 2 jours dans le mois pour créer tous vos visuels du mois et que vous terminez ces 2 jours par tout planifier sur le planificateur, ensuite, vous n'avez rien d'autre à faire. Et du coup, tout ce qui va vous revenir comme tâche sociale autour de votre contenu, ça va être ce qui est encore plus important, c'est-à-dire créer du lien, réagir, voir comment la communication, voir comment l'audience réagit. Vous allez avoir peut-être plus de temps pour faire de la veille, pour regarder ce qui se passe, etc. Et donc ça, là aussi, vous allez améliorer votre création de contenu. Alors du coup, quand vous utilisez les outils qui sont à votre portée, quand vous vous amusez, quand vous maîtrisez, quand vous savez comment faire en fait, quand vous savez comment faire pour créer tel type de visuel, quand vous avez testé suffisamment de choses, il y a quelque chose qui se met en place et que vous pouvez créer sans limite. Créer sans limite, en fait, c'est un mantra chez nous, c'est le but. C'est-à-dire essayer de tout tester, de ne pas s'enfermer dans les tendances, de ne pas s'enfermer dans ce que vous voyez. Quand on va sur Instagram, on est tous sur Instagram, on passe tous notre vie dessus, plus ou moins. Mais quand on va dessus, on est sur quelque chose qui se ressemble beaucoup. Il y a beaucoup de posts se ressemblent, on a l'impression que c'est des choses qu'on voit très fréquemment, surtout quand on travaille dans nos métiers, le marketing, la publicité, la création de contenu. C'est des choses qu'on voit très souvent, une espèce de recyclage, de mimétisme dans le contenu, parce que justement, les gens se mettent beaucoup de pression pour avoir un contenu qui est excellent, qui est de qualité et qui va essayer de se mettre à la barre et au niveau des contenus qui marchent le mieux aujourd'hui. Mais ne pensez pas au contenu qui marche le mieux. Pensez à votre façon, à vous de communiquer, parce qu'un contenu qui marche bien aujourd'hui peut ne pas marcher demain. Et comme on est dans une période de transition, ce qui compte, c'est l'adaptation. Et pour s'adapter, il faut se connaître soi-même. Il faut savoir exactement qui on est, où on va, ce qu'on veut faire. Donc, pensez vraiment à ça quand vous créez un contenu. Pensez à ce que vous voulez transmettre au lieu de penser à créer un visuel parfait. Et c'est en pensant à ça, en étant authentique, que vos visuels vont s'améliorer et vont avoir un grain
une marque particulière, en fait, une touche particulière. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Afifia. On va peut-être passer aux questions maintenant. Ouais. Donc, tu pourras les trouver dans l'onglet questions. Je te conseille de commencer par celle tout en bas pour suivre un petit peu dans l'ordre chronologique. D'accord. Voilà, je te laisse y répondre. Merci. Ah mince, les slides apparaissaient en petit. Non, ça c'était un problème qu'avaient certaines personnes, mais tout était bon. D'accord, ok. Par la suite, ça s'est réglé. D'accord. Alors, vous parlez du design centré sur l'humain. Il était centré sur quoi avant, si ce n'est pas l'humain? Il était centré sur le consommateur. C'est-à-dire qu'en fait, il était centré sur le produit, sur l'achat, sur l'intention d'achat avant d'être centré sur l'humain. Alors, tu as des sites à nous conseiller pour suivre les tendances. Justement, suivre les tendances, ce n'est pas forcément... En ce qui concerne le social, il y a un podcast qui est génial, qui s'appelle La Revue du Social, qui est un podcast créé en partenariat. C'est un partenariat entre We Are Social et J'ai un peu dans la com. J'ai un peu dans la com, c'est un média référent en termes de tendance que je vous recommande. Donc, je vous recommande J'ai un peu dans la com et également ce podcast qui est génial. C'est un podcast d'actualité sociale. Donc, en gros, c'est un journal d'actu sur les réseaux sociaux. Ça dure 10 minutes, c'est une fois par semaine. Ça vous permet d'être à la pointe de ce qui se fait, des tendances au niveau social. Et ça vous prend juste 10 minutes par semaine. Donc ça, c'est quelque chose que je ne saurais trop vous conseiller comme site pour suivre les tendances. Il y a également un super podcast qui s'appelle Inspiration créative, qui, en fait, c'est des interviews de créateurs, d'entrepreneurs et qui ont tous des processus créatifs et des processus de travail particuliers, mais qui sont tous successful. Voilà, mais ils ont tous des particularités de travail particulières et c'est des esprits très libres qui ont très souvent des conseils, des tips, des façons de faire très intéressantes. Le minimalisme n'est plus à la mode. Il n'y a pas de mode dans la création graphique. On n'est pas dans la mode. Une tendance, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui est à suivre. C'est quelque chose qui est à connaître, à prendre en compte. C'est bien de le savoir, on n'est pas obligé de le suivre. Le minimalisme sera, je pense, aura toujours sa place parce qu'il a l'avantage justement de ne pas se faire étouffer par la mode. Comme le minimalisme évite les fioritures, ça permet toujours de créer des visuels impactants, voilà, de revenir à l'essentiel. Donc, je pense, et j'espère en tout cas, parce que j'adore le minimalisme, que ça va rester longtemps. Alors, sur Warhol, pas Basquiat du tout. Pas Basquiat du tout. Alors, la particularité de Warhol, c'est que Warhol a beaucoup travaillé dans la publicité. Basquiat, lui, avait une approche puriste en termes de création artistique. Il était vraiment dans une approche picturale, artistique, absolue. Voilà. Warhol, lui, il a mis en place un système publicitaire. C'est-à-dire que Warhol a commencé dans la peinture contemporaine, il a commencé dans l'art contemporain, et c'est ses créations contemporaines qui ont donné envie aux publicitaires de le contacter. Et Warhol, en travaillant avec les publicitaires, a d'ailleurs signé ses publicités. Aujourd'hui, on ne voit pas, par exemple, le publicitaire signer une publicité. On ne sait pas qui a fait les publicités. On ne sait pas que c'est Thierry Ardisson qui a signé le slogan Ovomaltine ou que c'est Thierry Ardisson qui a signé la pub La paire, il n'y en a pas deux. On ne sait pas parce qu'il ne le signe pas. Donc, Warhol a mis en place un système qui a complètement changé la publicité et qui est aujourd'hui en train de confirmer ses propos, de confirmer ses actions. Alors, Basquiat, c'est une inspiration absolue, mais Warhol et Basquiat dans la publicité, c'est des choses différentes. Nous n'avons pas les mêmes choses pour un compte gratuit et payant. Il doit avoir une grosse différence d'outils, je suppose. Tous les outils que j'ai présentés sont utilisables en pro comme en gratuit. Les illustrations Canva sont-elles libres de droit? Oui, elles sont libres de droit. Par exemple, peuvent-elles être utilisées pour le logo d'une entreprise? Alors, vous pouvez l'utiliser, par contre, vous ne pourrez pas déposer le logo à l'INPI. Voilà, malheureusement. Sauf, par contre, ce que vous pouvez déposer, si vous créez un visuel sur Canva et que vous le modifiez de A à Z, vous pouvez le modifier. Vous pouvez le déposer sans problème. Par contre, si c'est une illustration, c'est-à-dire si c'est un élément dessiné, une illustration, c'est quelque chose qui a été créé par un designer, par un créateur, et donc vous ne pouvez pas le déposer comme étant votre création propre. Il faut trouver des alternatives.
Comment mesurer l'impact d'un visuel? Existe-t-il des KPI qui permettent de mesurer le ROI? Alors déjà, l'impact d'un visuel et les KPI diffèrent d'un réseau social à un autre. Alors évidemment, il y a les likes, mais il n'y a pas que ça. On sait par exemple que sur Instagram, ce qui va mesurer l'impact d'une image, ça va surtout être les enregistrements, les commentaires, les partages. Et malheureusement, en France, il y a une réglementation qui fait qu'on n'a plus le droit, en gros, les partages sur Instagram ne sont plus visibles. Donc ça, c'est effectivement un problème. On le mesure, nous, on le mesure parce que beaucoup de nos utilisateurs taguent Canva France sur nos réseaux quand ils créent un visuel en utilisant Canva France. Donc, c'est une façon pour nous de le mesurer. Créer des hashtags lorsque vous créez des visuels pour créer une communauté, pour développer, maîtriser votre audience, connaître votre audience, c'est quelque chose qui peut être effectivement pertinent et être utilisé en outil de mesure. Sinon, malheureusement, il n'y a pas, à part les likes, les partages, il n'y a pas de mesures particulières. Nous, parfois, on va avoir des contenus qui cartonnent, qui ont beaucoup de likes, et donc du coup, on se dit, bon, ben voilà, ça a marché, et ils vont pas avoir beaucoup de commentaires, d'autres vont avoir énormément de commentaires avec moins de likes, certains vont avoir peu de commentaires, peu de likes, mais ils vont être beaucoup partagés en stories, ce qui va créer du coup une forme de cercle vertueux et qui va nous permettre de nous mettre en relation avec d'autres utilisateurs, d'autres followers, donc c'est très relatif, effectivement. Comment animer des designs sur Canva? Alors, en fait, vous pouvez soit utiliser l'effet animation, vous allez sur effets et du coup, sur la colonne latérale gauche, vous allez avoir une liste d'effets, soit vous tapez animated ou illustration animée, design animé, animated, animation, motion design. Il y a des mots-clés que j'ai mis sur les slides. Si vous voulez, Margot, est-ce qu'on peut... est-ce qu'on peut travailler par exemple sur un visuel sur lequel on mettrait les mots-clés que j'ai utilisés pour les exemples de tendance de la présentation et les envoyer plus tard à ceux qui ont participé ou qui veulent y participer? Margot? Margot, on ne t'entend pas. Margot, vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez toujours, les gens? Ah, ok, super, vous m'entendez. Parfait. Bon, je pense que Margot est partie. J'espère qu'elle va bien. Donc voilà, et comment animer les designs sur Canva? Je vais essayer de voir si je peux vous partager les hashtags à utiliser sur Canva pour pouvoir retrouver justement des visuels et des illustrations animées. Pouvez-vous répéter le nom de la tendance qui reproduit les échanges de textos? Ah, le skeuomorphisme. Le skeuomorphisme. Est-ce que je peux taper? Ouais, je peux taper directement dedans. Le skeuomorphisme. Louise Modo, est-ce que vous pensez que les designs animés ont leur place sur LinkedIn? L'engagement est-il aussi important que sur Instagram? C'est marrant parce que je me pose justement la question. On se pose justement la question. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'en fait, les vidéos et même les posts fixes, les images fixes ou avec des témoignages, avec les textes, ont plus leur place sur LinkedIn. C'est quelque chose qu'on va observer avec le temps. On va suivre ça de près. L'engagement est-il aussi important que sur Instagram? Sur LinkedIn, ça dépend. Ça dépend ce que vous faites, ça dépend ce que vous dites. L'engagement peut être très, très important si vous arrivez à bien comprendre votre audience et à proposer et partager des choses qui intéressent votre audience. L'avantage de LinkedIn, en fait, beaucoup de gens suivent LinkedIn parce que ça permet aussi de découvrir les coulisses d'une entreprise, de découvrir les valeurs d'une entreprise. Beaucoup de marques, d'ailleurs, l'utilisent pour faire, par exemple, le bilan par écrit. Donc, du coup, on retrouve aussi beaucoup d'écrits sur LinkedIn, ce qui est très appréciable. Mais après, comparer LinkedIn et Instagram, ça n'a aucune commune mesure pour l'instant en termes de création sociale, en termes de création design pure. On n'est pas du tout ni sur les mêmes types de contenus, ni sur le même type d'engagement. Il manque des indications sur comment trouver les outils présentés dans Canva. Alors, oui. Alors, on est en train justement de travailler dessus. C'est justement en cours d'élaboration, hein, comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme qui est en perpétuelle évolution et comme on est dans une période de transition, on est dans une période où on apprend,
on prend le pouls, on observe beaucoup et on s'adapte en fonction. Et puis, il y a tellement de choses à faire que la plateforme est encore en cours d'évolution. Donc, encore un peu de patience. Afifia, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends à présent. Très bien. J'ai eu un petit souci de micro, mais j'ai bien entendu ce que tu disais. Oui, on va voir ensemble comment on peut faire pour transmettre les mots-clés pour participer. Voilà. Et désolée pour ce petit problème technique. Pas de problème. Est-ce que vous proposez des tutos gratuits sur les outils et astuces de Canva en ligne? Parce que je me rends compte que je découvre des trucs. Déjà, bravo de découvrir des trucs, c'est très bien. Alors, oui, on propose des tutos gratuits. En fait, on a un compte Instagram, un compte Facebook sur lequel on partage des choses. On est en train de développer beaucoup de contenu également pour la rentrée. On a un blog notamment. Et on est en train de travailler, oui, sur les tutoriels. On a plein de choses qui vont arriver à la rentrée à ce niveau-là. Tout ce que vous présentez, c'est la version payante de Canva, dont vous pouvez l'utiliser en gratuit. Canva a une partie pour travailler en équipe, version payante. Non, vous pouvez travailler en gratuit. Alors, vous pouvez travailler en équipe. Le problème, c'est que si vous travaillez en équipe et que vous êtes en gratuit et que dans votre équipe, il y a des gens qui créent des visuels en utilisant des éléments payants, du coup, vous ne pourrez pas télécharger ces visuels. Donc, vous pouvez tester, mais c'est mieux de travailler en équipe avec la version pro. La palette, alors attendez, Canva, ok. La palette style n'est dispo que sur Canva Pro? Non. Vous pouvez l'utiliser. Tous les éléments qui sont à gauche sont utilisables pour tout, que vous soyez en pro ou en gratuit. Avez-vous pour ambition d'améliorer le planificateur de poste pour Pinterest? Ce serait pratique de pouvoir programmer un visuel pour plusieurs tableaux facilement. Je vais remonter cette remarque. Je vais faire une capture d'écran. Et je vais remonter cette remarque à Nathalie. Merci. Le planificateur est-il un outil payant? Je crois que oui. À vérifier. Je ne suis pas sûre. Ou alors, peut-être que vous pouvez l'utiliser en gratuit, mais uniquement pour un nombre de réseaux limité. Pour l'utiliser en illimité, il faut avoir la version pro. Vous pouvez redonner les titres des podcasts à écouter. Donc, c'est la revue du social et inspiration créative. Je vais la noter. La revue du social, qui est donc réalisée, qui est un partenariat avec J'ai un pote dans la com et We Are Social. La revue du social et inspiration créative. Moi, j'adore ces podcasts, alors j'espère que vous allez aimer. Nous, on les adore en tout cas. Où est-ce que je peux trouver le planificateur de contenu sur Canva et le tableau de bord de la marque, s'il vous plaît? Le tableau de bord, lorsque vous êtes sur le site, vous avez donc sur la home du site, vous cliquez sur identité visuelle. Et en cliquant sur l'identité visuelle, vous allez avoir votre tableau de bord. Le planificateur, il vous faut aller sur un visuel. Et lorsque vous allez sur le visuel, vous allez avoir la proposition de planificateur de planifier votre poste. Vous pouvez le trouver ici très facilement. Alors, est-ce qu'il y a des questions que j'ai loupées? Non, c'est bon, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, peut-être? Dans le chat, je ne crois pas. Beaucoup de remerciements, beaucoup de personnes qui se sont dit très satisfaites des tips que tu donnais. Donc, super. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était très complet et très, très visuel. Super. Parfait. Pour toutes les personnes qui voudraient suivre d'autres Malte Academies sur d'autres sujets, vous pouvez vous rendre sur notre site maltacademy.com. Aussi, si vous voulez faire comme Afifia et devenir speaker sur n'importe quel sujet, que ce soit tech, marketing ou autre, vous pouvez remplir un formulaire et nous soumettre un sujet qu'on étudiera ensemble. Si vous avez raté le début de cette conférence, sachez que le replay sera disponible d'ici quelques semaines. Je ne peux pas tout à fait vous dire quand. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette Malte Academy et puis encore merci à toi, Afifia, pour l'avoir animée. Merci à vous, merci à tout le monde de m'avoir suivi, c'est gentil. Puis merci à Malte pour l'invitation. Avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.